J'étais sur le point de transmettre mon entreprise à mon fils. Ma belle-fille me sourit et me tendit une tasse de café. La femme de ménage me bouscula accidentellement et murmura « Ne le buvez pas, faites-moi confiance ». J'échangeais discrètement les tasses avec ma belle-fille. 5 minutes plus tard, elle eut une réaction. Ils pensaient être si malins. Ils avaient tout fait pour me détruire, mais ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Justice serait rendue. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite dans cette ambulance, laissez un commentaire et dites-moi d'où vous regardez cela. J'ai besoin de savoir que cette histoire atteint les personnes qui ont besoin de l'entendre. Je m'appelle Henri Dubois et à 71 ans, je pensais avoir vu toutes les formes de trahison que le monde des affaires pouvait offrir. Je me trompais. La pire trahison m'attendait chez moi, déguisée en réunion familiale, un mardi matin d'octobre. J'avais transformé la société Dubois Immobilier en un empire de 18 millions d'euros dans l'immobilier ici, à Neuilly-sur-Seine. La maison bourgeoise de l'avenue Charles de Gaulle était à moi et à Marguerite depuis 30 ans. Elle était partie depuis 10 ans maintenant, mais certains matins, je m'attendais encore à la trouver dans la cuisine. Olivier, notre fils unique, travaillait dans l'entreprise depuis 5 ans. Pas exceptionnel, mais c'était de la famille. Cela devait compter pour quelque chose. Ce matin-là, Sylvie Moreau avait déjà préparé mon café. Elle était notre femme de ménage depuis 20 ans, discrète et efficace. Mais quelque chose était différent aujourd'hui. Ses mains tremblaient en arrangeant le service à café. Ses yeux ne cessaient de regarder vers la fenêtre. « Tout va bien, Sylvie ?»« Oui, monsieur Dubois. » Trop tendu, trop contrôlé. Olivier avait appelé la veille au soir. « Papa, nous devons discuter du plan de succession. Il est temps. » Il avait 44 ans, marié à Céline Laurent avec une formation en chimie d'une entreprise pharmaceutique quelconque. Elle nous avait rejoints comme directrice marketing il y a 2 ans. Ils arrivèrent à 10 heures précises. Olivier dans un costume coûteux. Céline portant des pâtisseries et un sac isotherme avec 3 tasses de café. « Bonjour, papa !» Olivier m'embrassa la joue, machinal comme toujours. « Céline a apporté votre café noir préféré de ce nouveau torréfacteur de la rue de Rivoli. » Bizarre, le café de Sylvie était déjà préparé dans ma tasse en porcelaine bleue préférée. Mais Céline disposait les nouvelles tasses, souriant de ce sourire étudié. « C'est très attentionné », dis-je en acceptant la tasse. Elle sentait différent, légèrement amer. Nous nous installâmes dans mon bureau. Olivier étala des papiers sur le bureau. « Nous avons besoin que vous signiez ceci aujourd'hui, papa, de simples formalités. » Je tendis la main vers mon café. Céline observait avec une intensité qui aurait dû me sembler suspecte. C'est alors que Sylvie apparut à côté de ma chaise, portant un plateau de documents. Elle trébucha, maladroite d'une façon que je ne lui avais jamais vue. Le plateau claqua, les papiers se dispersèrent. Sa bouche fut soudain à mon oreille. « Ne le buvez pas, monsieur », murmura-t-elle. « S'il vous plaît, faites-moi juste confiance. » Sa main heurta mon bras. Le café se renversa sur le bureau en acajou. Olivier jura. Sylvie s'excusa profusément, renversant d'autres choses. Dans le chaos, Céline saisit une des tasses. Je ne pouvais plus distinguer laquelle et prit une longue gorgée. « Mon Dieu, Sylvie !» s'emporta Céline. « Je suis désolée, Madame Dubois. » Mais Sylvie me regardait, pas Céline. Ses yeux exprimaient le soulagement. 5 minutes de nettoyage. Olivier, irrité par les documents abîmés. Céline, tamponnant les taches de café sur son blazer. L'avertissement de Sylvie résonnait dans ma tête. « Ne le buvez pas, faites-moi confiance. » Puis Céline pâlit. Cela arriva vite. Un moment, elle se plaignait du pressing. Le suivant, elle vacillait sur sa chaise. « Je me sens bizarre, chérie. » Olivier se dirigea vers elle. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« J'ai des vertiges. Tout tourne. » Elle essaya de se lever. Ses jambes cédèrent. Elle s'effondra. Et je le vis. Le tremblement dans ses mains, la sueur sur son front, les pupilles contractées comme des têtes d'épingle. « Appelez le 15 !» Olivier avait déjà son téléphone, mais sa voix sonnait répétée. « Oui, ma femme s'est effondrée. » Le corps de Céline se rigidifia. Elle convulsa, le dos arqué, la tasse de café se brisant. Sylvie agit rapidement, la tournant sur le côté. Je m'agenouillai à côté d'elle, mon cerveau essayant de comprendre. Intoxication alimentaire, AVC. Mais l'avertissement de Sylvie ne cessait de résonner.
Ne le buvez pas. Ce café, celui que j'étais censé boire, celui que Céline avait pris par erreur. L'ambulance arriva 6 minutes plus tard. Les secouristes emmenèrent Céline. Je regardais le visage d'Olivier quand il pensait que personne ne le voyait. Après 44 ans à apprendre à lire les gens, ce que je vis n'était pas de la peur pour sa femme mourante. C'était du calcul. Téléphone collé à l'oreille, voix se brisant aux bons endroits. Je ne sais pas ce qui s'est passé, elle s'est juste effondrée. Mais j'entendais encore le murmure de Sylvie. « Ne le buvez pas, monsieur. » Céline a bu dans une des tasses. Quelle tasse était destinée à vous, monsieur Dubois? Je ne sais pas. Je demande des analyses sanguines pour vous aussi. Un policier arriva, brigadier Rodriguez. Signalement obligatoire pour empoisonnement suspecté. Olivier bougea sur sa chaise. Empoisonnement? C'est insensé. Les résultats arrivèrent 90 minutes plus tard. Votre belle-fille souffre d'un empoisonnement aigu à l'arsenic, dose létale. Et moi? Vous avez une exposition chronique à l'arsenic, monsieur Dubois. Empoisonnement à faible dose constant sur approximativement 3 mois. Nous commençons immédiatement la thérapie de chélation. 3 mois? La fatigue, les nausées, la confusion. Quelqu'un me tuait lentement. Aujourd'hui était censé être le jour où ça marcherait enfin. « Qui a accès à votre nourriture et vos boissons ?» demanda Dr Martin. « Mon fils, sa femme, ma femme de ménage. » Le détective voudra parler à chacun d'eux. À travers la fenêtre, je voyais Olivier dans le couloir. Téléphone sorti, doigts bougeant rapidement, envoyant des messages, détruisant peut-être des preuves. Il leva les yeux. Nos regards se croisèrent. Son masque glissa. Pas de culpabilité, pas de peur, juste ce calcul froid. Mon fils, l'homme pour qui j'avais bâti un héritage. Après 40 ans en affaires, je connaissais la différence entre la malchance et le sabotage délibéré. Ce n'était pas un accident. C'était un meurtre prémédité, méthodique, patient. Et une pensée ne cessait de résonner. J'étais censé être mort. Je trouvai Sylvie le lendemain dans la chapelle de l'hôpital, seule, chapelet entre les mains, larmes coulant sur son visage. « Monsieur Dubois, je suis désolée. »« Vous m'avez sauvé la vie, Sylvie. J'aurais dû vous le dire plus tôt. Il y a 6 semaines, j'ai vu Madame Céline dans la cuisine. Elle avait un flacon, liquide transparent. Elle a mis des gouttes dans votre café. Elle sortit un carnet. 3 mois d'observation. Date, heure, notes détaillées. Vous tombiez malade seulement les jours où elle préparait le café. Son téléphone montrait des photos floues mais claires. Céline avec un flacon, son sac ouvert, flacon visible. J'ai aussi enregistré leur conversation. L'audio était étouffé, mais on distinguait les voix. La dose finale, quand il signera la transmission de l'entreprise. La voix de Céline. Olivier, 1 semaine plus tôt. Les symptômes sont parfaits. Il faut juste qu'il nous fasse confiance une fois de plus. Je restais sur ce banc, écoutant mon fils planifier mon meurtre. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit ?» demandai-je. « Vous l'aimiez tellement, vous étiez si fier. J'avais peur que vous ne me croyiez pas, que vous me renvoyiez, et alors je ne pourrais plus vous protéger. » Sa voix se brisa. « Il y a 20 ans, ma fille avait besoin d'une chirurgie. Neuroblastome, stade 3. L'assurance ne couvrait pas le traitement expérimental. Vous avez tout payé, 320 000 €. Vous avez sauvé sa vie. » Elle me regarda avec des yeux rougis. « Je ne pouvais pas les laisser vous tuer. Je vous devais la vie de mon enfant. » « Vous ne deviez rien. Je vous devais tout. » La porte de la chapelle s'ouvrit. Une femme au début de la cinquantaine, costume pratique, badge à la ceinture. « Henri Dubois, je suis l'inspecteur Claire Bernard, police judiciaire. Docteur Martin a dit que je pourrais vous trouver ici. » Nous nous déplaçâmes dans une salle de consultation. Bernard enregistra tout. Sylvie montra le carnet, les photos, diffusa l'audio. Ses mains tremblèrent pendant tout le temps. « Madame Moreau, pourquoi n'avez-vous pas signalé ceci plus tôt ? » J'avais peur. Monsieur Olivier m'a menacé de licenciement 2 fois le mois dernier. Il disait que j'étais trop curieuse.
Je pensais que si je les accusais sans preuve... Mais vous avez rassemblé des preuves. Il le fallait. Bernard étudia les preuves, écouta les enregistrements 3 fois, me regarda finalement. Monsieur Dubois, basé sur ces preuves, votre fils pourrait être impliqué dans une conspiration en vue de commettre un meurtre. Nous aurons besoin de mandats de perquisition pour votre domicile, la résidence de votre fils, son bureau. Elle fit une pause. Y a-t-il autre chose que vous ne nous avez pas dit? Je pensais aux caméras. Celles que j'avais installées 3 semaines plus tôt, quand mes instincts d'homme d'affaires me disaient que quelque chose n'allait pas. Pas encore, dis-je. Les yeux de Bernard se plissèrent. Elle savait que je cachais quelque chose. Quand vous serez prêt, nous aurons besoin de tout savoir. Cet après-midi-là, je pris une décision. L'inspecteur Bernard devait tout savoir. J'ai installé des caméras de surveillance cachées il y a 3 semaines, dis-je. Nous étions de retour dans la salle de consultation. Le stylo de Bernard s'arrêta au milieu d'une note. Vous quoi? Surveillance professionnelle, vidéo et audio. Mon bureau et salon. Pourquoi n'avez-vous pas mentionné ceci hier? J'avais besoin d'être sûr que je pouvais vous faire confiance. J'avais appelé mon avocat, je savais où j'en étais légalement. Je vous le dis maintenant. Pourquoi des caméras du tout? Olivier insistait trop pour cette réunion. Il a appelé 3 fois en une semaine. L'inquiétude de Céline pour ma santé semblait répétée. Je fis une pause. J'ai lu les gens pendant 40 ans, inspecteur. Mes instincts disaient que quelque chose n'allait pas. Je voulais des preuves que j'étais juste paranoïaque. Et l'étiez-vous? Non. 2 heures plus tard, nous regardions les images sur un ordinateur portable. Horodatage, 2 semaines avant l'incident. Mon bureau. Olivier et Céline seuls. Céline tenait un flacon. C'est la dose finale. Tu es sûr de la quantité? Demanda Olivier. Ça causera un arrêt cardiaque en quelques heures. Le temps qu'on teste l'arsenic, il sera trop tard. Et ça ne sera pas retracé. Oh, l'arsenic imite parfaitement l'insuffisance cardiaque. Le coroner verra exactement ce que nous voulons. Elle sourit. Froid. Clinique. Une fois qu'il signe la transmission de l'entreprise, on le fait ce matin-là. Alors c'est à nous. 18 millions plus l'assurance. Plus d'images, des jours de planification, calcul de dosage, alibi. Olivier parlant de vendre l'entreprise immédiatement, déménager quelque part au chaud. Céline recherchant des pays sans traité d'extradition. Quand le dernier clip finit, je me renversai dans ma chaise. J'ai regardé ça chaque soir pendant 2 semaines, espérant qu'il changerait d'avis, que mon fils se souviendrait de l'honneur, de la loyauté. Ma voix se fait là. Il ne l'a jamais fait. Pourquoi ne les avez-vous pas confrontés? Parce que j'avais besoin de preuves, et parce que je l'aimais trop pour y croire, jusqu'à ce que je n'ai plus le choix. Bernard passa des appels, obtint les mandats. Les perquisitions eurent lieu le lendemain matin. Ils trouvèrent le flacon d'arsenic dans le bureau de Céline, caché dans un tiroir verrouillé. L'expertise financière traça 400 000 € déplacés des comptes de l'entreprise vers les comptes personnels d'Olivier sur 8 mois. Petits virements, soigneusement structurés pour éviter les signalements. Puis les polices d'assurance. 5,5 millions d'euros sur ma vie. Olivier comme bénéficiaire. Souscrite il y a... Je l'ai changé il y a 2 semaines, après avoir vu ces images. Changé comment? Si Olivier me trahit, il n'hérite de rien. Tout va à une fondation pour la prévention de la maltraitance des personnes âgées. Bernard resta silencieuse. Donc votre fils a essayé de vous assassiner pour un héritage qu'il ne recevrait jamais? Oui. Le sait-il? Pas encore, mais il le saura. Jour 4. Mon avocat glissa un document vers l'inspecteur Bernard. Le Nouveau Testament est daté de 2 semaines avant l'incident. Bernard lut à haute voix. Si mon fils Olivier Dubois est reconnu coupable de trahison par violence, vol, fraude ou tentative de nuire, la totalité de ma succession ira à la Fondation Dubois pour la protection des personnes âgées. Vous avez écrit ceci après avoir vu les images? Oui. Je ne pouvais pas le laisser hériter de ce pourquoi il était prêt à me tuer. Donc il vous a empoisonné pour 18 millions d'euros
qui ne recevrait jamais. C'est l'ironie. Il a détruit sa vie pour rien. Le téléphone de Bernard sonna. Elle sortit, revint quelques minutes plus tard. Une femme vient de se présenter au commissariat. Marie Lemoine a travaillé avec Céline chez Pharmaceutique Bellingham. De l'arsenic a disparu de leur laboratoire il y a 6 mois. 6 mois avant même que l'empoisonnement commence. Marie Lemoine avait 45 ans, nerveuse, la culpabilité marquée sur son visage. J'aurais dû le signaler plus tôt. « Dites-nous ce qui s'est passé », dit Bernard. En mars dernier, notre inventaire montrait du trioxyde d'arsenic manquant, peut-être 50 grammes. Céline posait des questions étranges. Combien de temps l'arsenic reste détectable? Quel test le montre? Si l'insuffisance cardiaque masque l'empoisonnement? Elle me regarda. Quand j'ai vu sa photo aux informations, j'ai su que c'était elle. Les images de sécurité de Bellingham montraient Céline dans la zone de stockage restreinte le 15 mars. 2 minutes à l'intérieur, sortant avec les poches de sa blouse plus pleines qu'avant. « Ceci prouve la préméditation », dit Bernard. 6 mois de planification. L'arrestation eut lieu 2 semaines plus tard. Bernard appela après. « Nous avons pris Olivier à 6 heures du matin. Il a demandé à vous voir. » Qu'a-t-il dit? « Il voulait que vous lui rendiez visite, que vous lui parliez. » Je ne dis rien. Céline a été transférée de l'hôpital à la prison du comté. Tous deux inculpés de conspiration en vue de commettre un meurtre, tentative de meurtre, détournement de fonds, vol de substances contrôlées. Libération sous caution refusée pour les deux. Le procès aura probablement lieu dans 6 mois. Son avocat va essayer de tout rejeter sur Céline, dis-je. Je sais, mais les caméras ne mentent pas. 6 mois plus tard, j'entrais dans le tribunal de grande instance de Nanterre. La salle d'audience était bondée. Médias, dessinateurs judiciaires, spectateurs attirés par les gros titres. Le fils qui a empoisonné son père pour des millions. Olivier était assis à la table de la défense, dans un costume que je lui avais acheté à Noël. Il me vit, essaya d'arranger son visage en remords, mais j'avais regardé ses enregistrements trop de fois. Je connaissais le vrai Olivier. « Levez-vous. Le tribunal de grande instance de Nanterre est maintenant en session. Madame la présidente, Patricia Morrison, préside. » La juge prit sa place. Le jury entra. 12 visages qui décideraient du sort de mon fils. Le procureur Rachel Thornton se leva. « Madame la présidente, le ministère public est prêt. » Alors que Thornton exposait les chefs d'accusation, l'empoisonnement systématique, le détournement, la fraude à l'assurance, je pensais aux preuves que le jury verrait. Olivier et Céline planifiant ma mort de leur propre voix. Mon fils avait passé 8 mois à planifier mon meurtre, volé 400 000 €, souscrit 5,5 millions d'assurance-vie, m'avait empoisonné pendant 3 mois. Ce jour fatidique, il m'avait tendu du café avec un sourire. Tout pour un héritage qu'il ne recevrait jamais. Le Nouveau Testament garantissait que chaque euro irait vers la protection d'autres familles. Olivier voulait mon héritage. Mon vrai héritage était maintenant de m'assurer que d'autres fils n'assassinent pas leur père. Je regardais le jury. 12 inconnus qui entendraient les preuves, verraient les images, apprendraient la vérité. Justice allait être rendue. Jour 3. La salle d'audience s'assombrit quand le procureur démarra la vidéo. « Mesdames et messieurs les jurés, vous allez entendre les accusés dans leurs propres mots, planifiant un meurtre en riant. » L'écran prit vie, 6 mètres de haut. Mon bureau, Olivier et Céline, 2 semaines avant l'empoisonnement. La voix d'Olivier remplit la salle. « J'ai hâte que le vieux soit parti. Cette entreprise aurait dû être à moi depuis des années. » Je me forçais à regarder. Le jury devait voir ma réaction pour savoir que même maintenant, cela me détruisait de l'entendre. Céline à l'écran. « Ces analyses sanguines ne montreront qu'une insuffisance cardiaque. Crime parfait. » Un juré haleta. D'autres se penchèrent en avant. Un autre clip. Olivier riant. « Demain matin, d'ici le soir, nous serons millionnaires. » Le rire. C'était ce qui brisa la salle. Pas seulement les mots, mais la joie dans sa voix. Le bonheur à ma mort. Un juré se couvrit la bouche.
Un autre secoua la tête, fixant Olivier. Olivier gardait les yeux baissés, ne voulait pas se regarder planifier un meurtre. 10 minutes d'image, discussion de dosage, timing, ce qu'ils achèteraient avec l'argent de l'assurance. Quand les lumières se rallumèrent, la salle d'audience sembla plus lourde, comme si tous avaient assisté à quelque chose qu'ils ne pourraient oublier. Le ministère public appelle Sylvie Moreau. Sylvie marcha vers la barre dans une robe bleu marine, mains jointes. Quand elle jura de dire la vérité, sa voix trembla. « Madame Moreau, combien de temps avez-vous travaillé pour Henri Dubois ?»« 20 ans. » Thornton s'approcha doucement. « Avez-vous observé quelque chose d'inhabituel concernant le comportement de Céline Dubois ?» Sylvie décrivit ce matin, 6 semaines avant. « Céline avec le flacon, les gouttes dans mon café, ma santé déclinante. » Pourquoi n'avez-vous pas dit à M. Dubois immédiatement ? Parce qu'il aimait tellement son fils. J'avais peur qu'il ne me croie pas, qu'Olivier me renvoie et que je ne puisse plus le protéger. Donc vous avez rassemblé des preuves. J'ai pris des photos, fait des enregistrements, tout écrit. Il fallait que je le prouve, il fallait que je le sauve. Vous avez sauvé sa vie ce matin-là. Je ne pouvais pas les laisser le tuer. Les larmes coulaient sur son visage. Il a sauvé la vie de ma fille, il y a 20 ans. Je lui devais tout. La salle éclata en applaudissements. La juge Morrison l'autorisa brièvement, avant de rappeler à l'ordre. Sylvie s'essuya les yeux, embarrassée. Olivier leva les yeux, fixa Sylvie avec haine. Le ministère public appelle Marie Lemoine. Marie prit la barre, expliqua au sujet de pharmaceutique Bellingham, l'arsenic manquant en mars dernier. Les questions de Céline sur les méthodes de détection, les symptômes d'empoisonnement. Vous avez vu les images de sécurité ? Systématique, méthodique, 8 mois de planification, vol, empoisonnement. Le ministère public a terminé, Madame la Présidente. La juge Morrison se tourna vers la défense. Maître Holloway ? Richard Holloway se leva. Costume cher, confiance étudiée. Madame la Présidente, la défense montrera qu'Olivier Dubois a été manipulé par une femme experte en chimie et psychologie, qu'il était une autre victime du plan de Céline Dubois. Je regardais le jury. Il venait de regarder Olivier rire de ma mort. L'entendu dire que l'entreprise aurait dû être sienne, l'écouter planifier comment dépenser l'héritage. Holloway allait tout rejeter sur Céline, peindre Olivier comme faible, manipulé, effrayé. Mais les caméras ne mentaient pas, et le jury avait vu la vérité. Holloway se tint devant le jury, voix sincère. Olivier Dubois n'est pas un monstre. C'est un homme qui est tombé sous l'influence d'une manipulatrice sophistiquée. Une femme experte en chimie, psychologie, quelqu'un qui savait exactement comment le contrôler. Il avait peur de lui refuser, peur de ce qu'elle pourrait faire. Le procureur Thornton se leva pour la plaidoirie finale. Ne haussa pas la voix, n'en avait pas besoin. La défense veut que vous croyiez qu'Olivier Dubois était une victime. Laissez-moi vous montrer à quoi ressemble une victime. Elle diffusa les images à nouveau. Juste un clip. Le visage d'Olivier remplissant l'écran. « J'ai hâte que le vieux soit parti. » Thornton l'arrêta. « Est-ce que ça ressemble à de la peur ? À quelqu'un qui est forcé ?» Elle en diffusa un autre. « Cette entreprise aurait dû être à moi depuis des années. » Est-ce que ça ressemble à de la manipulation ou à du droit acquis ? Elle laissa le silence tenir. « Mesdames et messieurs les jurés, les caméras nous montrent la vérité. Olivier Dubois n'était pas manipulé. Il était impatient, il était consentant, il était cupide. Et la seule chose qu'il regrette, c'est d'avoir été pris. » Les visages du jury disaient tout. Puis vint mon tour. Je marchais vers la barre des témoins, jurais de dire la vérité, regardais le jury. 12 inconnus qui décideraient du sort de mon fils. Je m'appelle Henri Dubois. Olivier est mon fils unique. Ma voix resta stable, formation commerciale. Mais mes mains tremblaient. Je l'ai élevé pour valoriser l'honneur, l'intégrité, la loyauté familiale. Quelque part en chemin, j'ai échoué. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais j'ai échoué. Je fis une pause, regardai Olivier. Il fixait la table. Le poison n'était pas le pire. C'était de le voir me sourire chaque jour pendant qu'il planifiait mon meurtre. M'asseoir en face de lui au petit déjeuner,
discuter de l'entreprise, croire que nous construisions quelque chose ensemble. Et tout ce temps, il me tuait lentement, délibérément. Ma voix se fait là. J'ai installé ces caméras en espérant me tromper, priant que mon fils se souvienne des valeurs que j'ai essayé de lui enseigner, qu'il choisisse l'amour plutôt que l'argent. J'avalais avec difficulté. Il a choisi l'argent, à chaque fois. Je me tournai pour faire face directement à Olivier. Il leva finalement les yeux. « Olivier, tu n'as pas juste essayé de tuer mon corps. Tu as tué le père qui t'aimait. Cet homme est parti. Il est mort au moment où j'ai vu ces images, et il ne reviendra jamais. » La salle était silencieuse. Je retournai à ma place, sentis chacune de mes 71 années dans cette marche. Le jury délibéra pendant 6 heures. Quand ils revinrent, leurs visages me dirent tout avant que la porte-parole parle. Sur l'accusation de conspiration, en vue de commettre un meurtre au premier degré, nous trouvons l'accusé, Olivier Dubois, coupable. Les épaules d'Olivier s'affaissèrent. Sur l'accusation de tentative de meurtre au premier degré, coupable. Sur l'accusation de détournement de fonds, coupable. Pour Céline, pareil. Coupable, coupable, coupable. La voix de la juge Morrison était formelle, définitive. Olivier Dubois, Céline Dubois, vous avez été reconnu coupable sur tous les chefs. Il est de l'avis de cette cour que vous soyez condamné à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Perpétuité sans libération conditionnelle. Mon fils mourrait en prison. Ils lui mirent les menottes, l'emmenèrent vers la porte. Il me regarda une fois, juste une fois. J'attendis quelque chose, du remords, du chagrin, une quelconque reconnaissance de ce qu'il avait détruit. Mais tout ce que je vis fut de la rage. Pas de culpabilité pour ce qu'il avait fait, juste de la fureur que son plan ait échoué. Mon fils était parti. Il était parti bien avant que Sylvie renverse ce café. 3 semaines après le verdict, mon avocat exécuta le testament pour lequel Olivier avait essayé de me tuer. Tous les actifs de la succession Dubois, l'entreprise immobilière de 18 millions d'euros, la propriété de Neuilly, les portefeuilles d'investissement, les biens immobiliers commerciaux, transférés dans une fiducie irrévocable, la Fondation Dubois pour la protection des personnes âgées. Olivier n'eut rien. Quand l'aumônier de la prison l'informa, ils dirent qu'il détruisit sa cellule, jeta son lit contre les barreaux, cria jusqu'à ce que les gardiens le maîtrisent. Ils le mirent en isolement pour 72 heures. L'aumônier me rendit visite une semaine plus tard. « Courtoisie professionnelle », dit-il. Il pensait que je devais savoir qu'Olivier, assis seul dans cette cellule vide, s'était murmuré « Je l'ai tué pour rien ». Il n'y aurait pas d'arc de rédemption pour mon fils. Céline fit appel en juin. La Cour de cassation le rejeta sans commentaire. Elle reste en sécurité maximale à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, purgeant la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Je vendis la maison de Neuilly début mai. « Trop de fantômes », dis-je au notaire. Il hocha la tête, comprenant plus que ce que j'avais dit. Tout Neuilly connaissait l'histoire maintenant. Le poison, la femme de ménage, les caméras cachées, le fils qui avait choisi le meurtre plutôt que l'amour. J'établis le siège de la fondation dans le centre de Boulogne-Billancourt, 300 mètres carrés d'espace de bureaux modernes, avec un design accessible, un éclairage chaleureux et un mur de mission affichant nos valeurs fondamentales. Pas un manoir, un espace de travail, un endroit où les survivants pouvaient franchir la porte et se sentir en sécurité. Notre mission était simple, protéger les personnes âgées françaises des abus, de l'exploitation financière, des dommages physiques, de la manipulation émotionnelle, de la négligence, surtout quand l'abuseur était de la famille. Nous offrions aide juridique, soutien d'enquête, hébergement d'urgence sécurisé, services de conseil et plaidoyer. Sylvie Moreau devint notre directrice exécutive. La femme qui m'avait servi café et tartines pendant 20 ans dirigeait maintenant une équipe de 9 professionnels, 3 avocats, 2 assistants sociaux, 2 enquêteurs, un gestionnaire de bureau et un coordinateur de sensibilisation communautaire. Elle avait sauvé ma vie en renversant une tasse de café empoisonnée. Maintenant, elle construisait des systèmes pour en sauver des centaines d'autres.
La transformation était remarquable. Sylvie, qui s'effaçait devant tout le monde, commandait maintenant les salles de conférence. Elle négociait avec les procureurs, défiait les avocats de la défense, s'exprimait dans les forums communautaires. Sa voix, douce mais inébranlable, portait le poids de quelqu'un qui avait affronté le mal et refusé de détourner le regard. Philippe Moreau appela 2 semaines après le verdict. Nous avions été camarades de chambre à HEC il y a 49 ans, partenaires d'affaires pendant 15 ans et amis à travers toutes les saisons de la vie. Il avait assisté aux funérailles de Marguerite. Il était là pour le 25e anniversaire de notre entreprise. Et quand Olivier avait obtenu son diplôme d'école de commerce, Philippe était là aussi, fier comme un oncle. « J'ai entendu ce que tu fais, Henri, » dit-il. « Je veux participer. » Il rejoignit notre conseil d'administration et donna 80 000 € à notre fonds de démarrage. « Tu sais ce que j'ai appris ?» dit Philippe lors de notre première réunion du conseil, regardant autour de la table Sylvie, notre avocate principale, Sarah Brown, et notre directeur financier, Michel Torres. « La famille n'est pas à qui tu es né, c'est qui se présente quand ça compte. » Sylvie croisa mon regard de l'autre côté de la table de conférence, un léger sourire, une compréhension qui n'avait besoin d'aucun mot. Nous construisions quelque chose de plus grand que la vengeance, plus grand que le chagrin. Nous construisions un héritage qui ne pouvait pas être empoisonné. En 3 mois, nous étions intervenus dans 12 cas. 3 aboutirent à des poursuites pénales. Nous avions récupéré plus de 320 000 € d'actifs volés et relogé 7 survivants dans un hébergement sûr. Un cas me visite encore dans les moments tranquilles. Marguerite Brennan, 78 ans, bibliothécaire retraitée de Courbevoie. Sa belle-fille avait systématiquement vidé ses comptes pendant près de 2 ans. 160 000 € disparus. Le fils de Marguerite, travaillant de longues heures à la défense, n'avait aucune idée que sa femme volait sa mère. Quand nous présentâmes les relevés bancaires, les signatures falsifiées, les documents de société écran, le fils de Marguerite pleura. Puis il appela lui-même la police. Marguerite vint à notre bureau de Boulogne-Billancourt 3 jours après la condamnation de sa belle-fille. Elle prit mes 2 mains dans les siennes, larmes coulant sur son visage ridé. « Vous avez sauvé ma vie, » murmura-t-elle. « Comme Sylvie a sauvé la vôtre. » Je regardais de l'autre côté de la pièce où Sylvie se tenait, révisant les formulaires d'admission avec Sarah. « Non, » dis-je doucement. « Nous ne faisons que transmettre. » Ce soir-là, Sylvie apporta 2 tasses de café dans mon bureau. L'arôme riche remplit l'espace entre passé et présent. Poison et sécurité, famille perdue et famille choisie. Elle posa une tasse devant moi. Vapeur montante, chaleur sans peur. « Aux secondes chances » dit Sylvie. Je levai ma tasse vers la sienne. À la famille choisie. Nous bûmes ensemble, survivants et sauveuses, construisant quelque chose de bien à partir de quelque chose de terrible. Dehors, par nos fenêtres, les lumières d'automne de Boulogne scintillaient contre le crépuscule. Et pour la première fois en 1 an, je ressentis quelque chose que je pensais qu'Olivier avait tué pour toujours. L'espoir. 18 mois après le verdict, je me tenais dans notre bureau de la Fondation du Bois, au centre de Boulogne-Billancourt, regardant le lever du soleil peindre d'or la Seine. La Fondation du Bois pour la protection des personnes âgées avait aidé 91 familles dans sa première année. Nous avions récupéré plus de 2,4 millions d'euros d'actifs volés. Nous avions vu 7 enfants adultes condamnés pour exploitation financière. Sylvie avait témoigné devant l'Assemblée nationale 2 fois, aidant à faire passer des lois plus strictes sur la déclaration de maltraitance des personnes âgées. Le mois dernier, France 2 avait présenté son histoire. La femme de ménage qui a sauvé la vie d'un PDG, diffusée à 8 millions de téléspectateurs. Les demandes d'intervention affluaient de tout le pays. Je la regardais maintenant à travers la fenêtre de mon bureau, dirigeant notre groupe de soutien mensuel dans la salle de conférence. 12 personnes âgées survivantes, partageant leurs histoires, retrouvant leur voix. Sylvie Moreau, autrefois ma femme de ménage, maintenant directrice exécutive d'une association nationalement reconnue. Le Figaro venait de la nommer parmi les 100 personnes les plus influentes dans la santé. Elle avait transformé son courage silencieux en mouvement. « Bonjour Henri !» Je me tournai. Philippe Moreau se tenait dans l'embrasure de ma porte, 2 cafés en main.
Mon ancien camarade de chambre d'HEC visitait chaque jeudi maintenant. Nous prenions le café, révisions les cas, parlions de tout sauf des affaires. Une vraie amitié, le genre qui ne compte pas les points. Olivier a envoyé une autre lettre, dit Philippe prudemment, posant mon café. La 9e en 18 mois, toute non ouverte, empilée dans le tiroir de mon bureau. Toujours pas prêt, dis-je. Philippe hocha la tête, il comprenait. Certaines trahisons ne guérissent pas avec le temps. Elles deviennent juste des cicatrices avec lesquelles on apprend à vivre. Mon téléphone vibra. Un texto de notre assistante sociale, Miguel Santos. Nouveau signalement. Homme de 84 ans, son fils fait pression pour qu'il vende sa maison. Activité financière étrange. Ça semble familier. Ça l'était toujours. Un autre cas ? Demanda Philippe. Toujours un autre cas. Je pris mon café, le mélange spécial de Sylvie, fait avec soin chaque matin. Sûr, chaud, un rappel quotidien que certaines personnes choisissent la loyauté plutôt que la commodité. Sylvie frappa et entra, lunettes de lecture perchées sur son nez, iPad en main. Henri, le Parisien veut une interview sur notre expansion en région PACA et le bureau du sénateur Lecomte a appelé. Ils veulent que vous témoigniez sur la législation fédérale contre la maltraitance des personnes âgées. J'avais 73 ans et je commençais juste le travail le plus important de ma vie. Programmez tout, dis-je. Elle sourit. Ce même sourire qui avait sauvé ma vie quand elle avait murmuré « Ne le buvez pas ». « Comment va Céline » demandai-je doucement. Le sourire de Sylvie s'estompa. L'infirmerie de la prison rapporte une santé déclinante, insuffisance rénale. Elle mourra probablement là-bas. Je ne ressentis rien. Pas de satisfaction, pas de pitié. Juste du vide, là où la famille de mon fils était avant. « Et la nouvelle maison d'accueil » demandai-je, changeant de sujet. « Ouvre le mois prochain. 10 lits, sécurité 24 heures sur 24. Nous l'appelons la Maison Mémoriale Marguerite Dubois. » Le nom de ma défunte épouse. Elle aurait adoré cela. Transformer la tragédie en protection pour des vulnérables. Philippe leva sa tasse de café. « À la famille qu'on choisit. » Sylvie et moi levâmes les nôtres. « Aux secondes chances, » ajouta doucement Sylvie. « À la justice, » terminai-je. Nous bûmes ensemble. 3 personnes liées non par le sang, mais par quelque chose de plus fort. Le but, la loyauté, l'amour. Dehors, Boulogne se réveillait. Quelque part dans cette ville, une autre personne âgée était exploitée par quelqu'un en qui elle avait confiance. Mais aujourd'hui, elle avait quelque part où se tourner. Elle nous avait, ma vraie famille. J'ai 81 ans maintenant. Une décennie s'est écoulée depuis que Sylvie a renversé cette tasse de café et m'a sauvé la vie. Quand je repense à cette histoire vraie, je vois un homme qui confondait succès et héritage, qui croyait que le sang était plus épais que le caractère. Je me trompais. Voici ce que cette histoire de grand-père m'a enseigné. N'ignorez pas les signes d'alarme quand quelqu'un que vous aimez commence à vous voir comme un actif plutôt qu'une personne. N'attendez pas que le poison soit dans votre tasse pour poser les bonnes questions. Et ne confondez jamais loyauté et biologie. Je remercie Dieu chaque matin que Sylvie ait eu le courage d'agir quand j'étais aveugle à la vérité. Je remercie Dieu qu'il ait mis sur ma route quelqu'un qui valorisait l'intégrité plutôt que le confort. Et je remercie Dieu qu'il m'ait donné une seconde chance de construire quelque chose qui compte. Pas une entreprise valant des millions, mais une fondation qui protège les vulnérables. La Fondation Dubois a maintenant aidé plus de 350 familles. Sylvie a récemment été nommée personnalité de l'année du Figaro pour son plaidoyer en faveur des personnes âgées. Olivier m'écrit des lettres de prison. Je ne les ouvre pas. C'est une histoire vraie qui semble encore impossible. Une histoire de grand-père que je n'avais jamais imaginé raconter. Mais si partager cette histoire vraie protège ne serait-ce qu'un parent âgé de la cupidité de son propre enfant, alors peut-être la trahison avait un but. La vraie famille ne naît pas, elle se construit. Choisissez des gens qui vous choisissent en retour. Si cette histoire vous a touché, veuillez laisser un commentaire ci-dessous partageant vos pensées. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne jamais manquer une autre histoire de grand-père qui compte. Et si vous connaissez une personne âgée qui pourrait être en danger, partagez cette vidéo.
Cela pourrait sauver une vie comme Sylvie a sauvé la mienne. Que Dieu vous bénisse tous, et rappelez-vous, faites confiance, mais vérifiez. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne, beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne, c'est seulement le début de quelque chose de meilleur.